Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la deuxième moitié de la vie de Frédéric Mistral. Souvenez-vous, dans la première vidéo on avait parlé de Mistral, de sa naissance jusqu'à Mireille, et l'éclosion de Mireille, le succès incroyable. Et bien là on va faire après Mireille jusqu'à son décès. Alors accrochez-vous bien maintenant, on va chuter, on va descendre. Eh bien oui, je vous avais dit qu'il a 30 ans notre Mistral, on est en 1859 pour la sortie de Mireille. 1860 et les années qui ont suivi sont des années de faste pour Mistral. Il a le succès à ses pieds, il a le tout Paris à ses pieds également, donc tout va bien. Et ensuite, dans la foulée, il écrit une épopée, une belle épopée qui parle cette fois-ci d'un pêcheur d'anchois de Cassis sur la Méditerranée. Et c'est une épopée qui est pleine d'enthousiasme. D'ailleurs, l'écrivain Max-Philippe de la Vouette disait que Calendau, car c'est le titre de l'épopée, Calendal, eh bien, était un véritable western. Et Max-Philippe de la Vouette a absolument raison. Sauf que cet enthousiasme ne va pas être partagé, puisque tant Mireille avait été un succès phénoménal, que là, l'accueil de Calendau est un petit peu tiède. Et Mistral va douloureusement vivre cette tiédeur, justement. Alors Mistral, je vous l'avais dit dans la première vidéo, va un petit peu jeter un regard critique sur le succès qu'il a eu pour Mireille, ce succès un petit peu général. Puis il se dit, bon ben voilà, je culpabilise un petit peu, j'ai été un petit peu trop fier de moi. Et il va se replier, notamment au niveau de l'inspiration épique, et il ne va pour l'instant plus écrire d'épopée. Alors à quoi consacre-t-il son travail? Parce que Mistral est un bourreau de travail. Eh bien, dans un premier temps, à la poésie lyrique cette fois-ci, c'est-à-dire des petits poèmes par-ci, par-là, qu'il publie pour certains dans l'Armanat Provençal. Vous vous souvenez ce qu'est l'Armanat Provençal, donc l'almanach provençal qui paraît chaque année et qui est l'organe périodique du Félibrige. Donc il publie dans l'Armanat Provençal, il fait certains poèmes lyriques et il va les compiler dans une première édition qui va s'appeler Les Iscles d'Or, les îles d'or, qui auront deux éditions successives en 1876 et 1889. Alors, ce sont dans ces isclos d'or que l'on retrouve l'hymne provençal qui s'appelle la Coupe Sante. Alors ça, je pense que c'est un phénomène culturel que tout le monde connaît, mais je rappelle un petit peu les tenants et les aboutissants. La Coupe Sante est un chant qui a été écrit en remerciement aux Catalans, parce que les Catalans ont offert une merveilleuse coupe, donc la coupe Sante. Et pourquoi les Catalans ont offert cette coupe au Félibrige? Eh bien c'est parce que le Félibrige avait accueilli, quand il était exilé, le poète catalan Victor Balaguer. Et du coup, il y a une sorte d'échange de bons procédés, échange de remerciements. Le Félibrige accueille Victor Balaguer. Ensuite, quand Victor Balaguer peut rentrer chez lui, eh bien, les Catalans sont pleins de gratitude. Ils vont offrir cette coupe. Et Mistral, à son tour, pour remercier cette coupe, il va écrire ce chant qui commence par « Provençal, voici la coupe qui nous vient des Catalans. Provençaux, voici la coupe qui nous vient des Catalans. » Et Mistral, qui aime bien un peu jouer avec, on va dire, les reprises liturgiques, religieuses, bibliques, va en faire quasiment une sorte d'eucharistie de cette coupe, puisqu'elle va être le calice de cette religion félibréenne. Et actuellement, lors des Saintes Estelles, c'est-à-dire les jours chaque année où le Félibrige se réunit, eh bien on fait tourner cette coupe, tout le monde boit au verre rempli dans la coupe. Vous voyez très bien que la symbolique du calice et du sang du Christ, bien sûr, est repris. Voilà, donc Mistral va se servir d'un vieux Noël provençal qui s'appelle Guillaume et Tony Peyre pour la musique, et ça va devenir l'hymne, je vais dire national, même si la Provence n'est pas une nation officiellement, mais l'hymne national de la Provence. Voilà un petit peu ce à quoi Mistral prend son temps à ce moment-là, mais surtout, depuis 1861, au moins, c'est-à-dire juste après Mireille, Mistral travaille à un grand œuvre qui n'est pas un grand œuvre à proprement parler littéraire, mais un grand œuvre lexicographique. Et oui, Mistral s'est dit que puisqu'il faut restaurer, codifier, normaliser cette langue, il faut faire des grammaires bien évidemment, mais surtout lui il s'attelle à la lexicographie, c'est-à-dire la réalisation d'un énorme dictionnaire qui va lui prendre des années et des années. D'ailleurs aujourd'hui vous pouvez encore l'acheter, il fait 2 volumes et il s'appelle Lou Trésor du Félibrige, le trésor du Félibrige. Et là Mistral va passer des années à collecter des mots, à donner toutes les variantes de ce mot dans les différents dialectes de Languedoc, gascon, languedocien, nissard, rhodanien, maritime et tout cela.
Et donc il va donner des exemples littéraires, il va donner de temps en temps l'étymologie, tout sur le plan sémantique, eh bien toutes les différentes nuances qu'un mot peut recouvrer. Voilà, donc ça va être le travail de Mistral, et il va vendre ce dictionnaire au fur et à mesure en souscription. C'est-à-dire d'abord on reçoit la lettre A, et puis un petit peu plus tard la lettre B, etc. Et ensuite le tout sera compilé. Donc un Mistral, je le répète, militant dans le Félibrige, un Mistral écrivain littéraire avec des épopées et des poèmes lyriques, mais aussi un Mistral lexicographe. Voilà une phase qu'on ne lui avait pas encore vue. Alors il profite donc de ce temps libre, je vais dire, sur le plan épique, pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Mais la vie de Mistral, on est encore dans le creux, hein, souvenez-vous la fonction sinus et cosinus, là on est dans le creux de la vague. Et dans ce creux, les années sont difficiles, notamment dans les années 1880. Vous savez à quel point il est attaché à sa maman, je vous en ai un petit peu parlé. Et en 1883, sa maman décède, Adélaïde Poulinet, donc la maman de Mistral, décède. Et Mistral va devoir s'en relever. Chose très intéressante, l'année d'après, il publie un très très beau poème qui s'appelle Nerth. Alors Nerth, c'est à la fois la myrte et c'est aussi le prénom Esther dans la Bible. Et c'est un mythe repris quelque part de Goethe. C'est l'histoire du baron Ponce qui a vendu l'âme de sa fille au diable. Donc est-ce que sa fille va pouvoir se sortir de cette malédiction ou pas? Je vous laisse bien sûr lire l'œuvre. Chose intéressante, c'est que l'ouvrage commence par le prologue, et ce prologue parle du lièvre du pont du Gard, qui est une histoire qui montre à quel point on peut duper le diable. Et moi je vais le prendre dans un sens symbolique et psychanalytique. C'est Mistral qui est dans ses enfers personnels, dans cette sorte de dépression, et il va réussir justement à s'en sortir grâce à l'écriture et grâce j'allais dire tout simplement à la guérison de lui-même. Et ça c'est absolument magique puisque Mistral vient de triompher de son diable personnel, de ses soucis psychologiques personnels. Du coup, dans cette foulée, eh bien, il reprend l'inspiration. Alors il aura l'inspiration de faire du théâtre, il fera un coup d'essai dans une pièce de théâtre qui s'appelle La Reine Jeanne. La Reine Jeanne. Alors la Reine Jeanne, qui était-elle? C'est la souveraine de Provence qui a a posteriori joui d'une certaine popularité en Provence, alors que sur le coup, soyons clairs, la Reine Jeanne n'aime pas la Provence, du moins elle s'en fiche. Elle va venir en Provence une seule fois, elle va donner la Provence au pape pour se faire innocenter. Mais a posteriori, c'est devenu un véritable mythe. Et Mistral d'ailleurs ne le cache pas. Il dit dans sa préface de la Reine Jeanne, en gros la Reine Jeanne c'est un mythe et lui-même va faire fonctionner ce mythe. L'ouvrage n'aura pas, j'allais dire, de suite, puisque Mistral s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas bon dramaturge, même si l'œuvre est magnifique, mais on lui reproche d'abord que ce soit une œuvre qui n'est pas très adaptable à la scène. Et puis Mistral donc ne poursuivra pas cette tentative de dramaturgie. En gros, Mistral, c'est ni Corneille, ni Molière, ni Racine. Et il le sait, et il poursuit son travail. Et son travail, alors là, je dois m'arrêter un petit peu, va être, à mon avis, ce qu'il fait de plus beau. Ça paraîtra en 1897, c'est le poème du Rose, le poème du Rhône. Alors là, il y a beaucoup de critiques littéraires qui disent que c'est son chef-d'œuvre absolu, et j'apporte ma voix à l'unisson. Le poème du Rose, c'est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le poème du Rhône? Vous voyez, là on n'est plus dans des héros humains éponymes, c'est plus Mireille, c'est plus Calendal. Là, c'est à la fois le poème qui est le héros et le Rhône aussi. Et c'est l'histoire d'un bateau qui, comme tous ces bateaux commerciaux qui descendaient le Rhône pour aller jusqu'à la foire de Beaucaire, depuis Lyon, eh bien on va suivre l'histoire d'un bateau qui s'appelle le Caburle, avec cette fois-ci une chose particulière, c'est que Guillaume d'Orange, le jeune prince, va monter sur ce bateau et va profiter du savoir de maître Appian, c'est-à-dire le capitaine, et bien pour se faire raconter un petit peu la Provence, son histoire, sa géographie, son anthropologie. Et Mistral a toujours ce côté que je dis prof d'histoire géo en sortie pédagogique, parce qu'il va tout nous raconter. Mais non seulement c'est riche sur le plan culturel, mais c'est riche sur le plan poétique. Mistral a repris le décasyllabe en rime féminine qu'il a repris de Dante. Et donc vous êtes embarqué depuis Lyon, ça commence par vont partir des Lions à la prima aube. Ils vont partir de Lyon à la première aube, dès les premières lueurs de l'aube. Et on va descendre, vous lecteurs, vous allez monter aussi comme Guillaume d'Orange sur ce bateau et vous descendez jusqu'à la foire de Beaucaire. Et là c'est absolument merveilleux.
Mistral vous embarque et vous fait traverser la Provence. Alors il nous avait fait le côté est-ouest avec Mireille qui traversait la Camargue. Il nous a fait le côté ouest-est cette fois-ci avec Alain Dao qui partait jusque dans le Var et au-delà, donc vers l'est. Et bien là, il nous fait une descente nord-sud et après il faudra remonter. Alors je ne veux pas vous gâcher la lecture, je ne vous dis pas tout ce que raconte le poème du Rhône, mais c'est à la fois, je le répète, très riche à tous les niveaux, mais aussi sur le plan lexicographique. Et oui, parce que Mistral, qui a eu le temps d'incorporer lui-même son propre dictionnaire, eh bien, va donner énormément de termes techniques qui ont été conservés d'ailleurs grâce à cela. Je me souviens très bien que Max-Philippe de la Vouette, que j'allais voir quand j'avais entre 18 et 20 ans, me disait, même moi, de temps en temps, quand je lis le poème du Rhône, je suis de temps en temps obligé d'aller regarder la traduction, tellement les termes sont techniques. Alors il n'y a pas que cette technicité de vocabulaire, il y a aussi tout cet art, cette maîtrise du Mistral vieux. D'ailleurs, la symbolique, bien des critiques l'ont repéré, la symbolique du poème du Rhône, c'est qu'il y a deux grands héros sur ce Caburle, le bateau qui descend. Il y a le vieux maître à Pian qui sait tout, et puis il y a le jeune Guillaume d'Orange qui a tout à découvrir et qui est beau dans sa jeunesse. Et là, c'est les deux visages de Mistral. Un Mistral encore jeune à l'intérieur et un Mistral vieux, plein de savoir, de sapience, qui va instruire les autres. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu de la fin, puisque ce Caburle aura une fin funeste. N'oubliez pas qu'on est dans le romantisme. Et l'histoire du poème du Rhône, c'est aussi une réflexion sur l'histoire, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H. Où va le monde? Où la révolution industrielle nous a-t-elle amené? Et à la fin, vous avez un heurt entre le vieux Caburle qui représente symboliquement les vieilles traditions provençales et un bateau à vapeur qui a un nom idiot qui s'appelle le crocodile. Le crocodile, et comme tous les crocodiles bien sûr, il veut tout dévorer sur son passage. Alors y a-t-il sur le fleuve de l'histoire assez de place pour les vieilles traditions représentées par le Caburle et les nouvelles traditions représentées par le crocodile? Eh bien non, le crocodile ne veut pas faire de la place. Autrement dit, le progrès mange tout sur son passage. Ça, c'est une vision de la philosophie de l'histoire très mistralienne. Du coup, le Caburle va éclater et les marins du Caburle n'auront plus qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire récupérer des bouts de leur bateau pour rentrer chez eux avec ça, au moins qu'il reste quelques débris mais qu'on puisse sauver ces débris. Et là, je vais dire, oh la belle symbolique! Puisque le provençal est en train de mourir, puisque la culture provençale est de moins en moins développée et usitée, si au moins on sauvait les meubles. Et c'est ce que Mistral va faire cette fois-ci sur un plan ethnographique. Après avoir été lexicographe, le voici ethnographe, puisqu'il va créer un musée à Arles qui va précisément s'appeler le Muséum Arlatin, c'est-à-dire le musée arlésien. Donc là, il va commencer à récupérer diverses choses, un costume provençal, un tableau, 2-3 objets pour les diverses j'allais dire superstitions provençales. Et dans une rue d'Arles, il va créer son musée. Mais, comme Mistral a toujours un petit peu de chance, il est donc du coup cette fois-ci sur la pente de nouveau ascendante. C'est pas que de la chance d'ailleurs, c'est une reconnaissance de son talent. En 1904, il reçoit le prix Nobel de littérature. Et là, comme ça représente une coquette somme, la belle aubaine, il va prendre cet argent et va pouvoir déplacer son musée dans un très bel hôtel qui date de l'Antiquité. Et là, il va créer le Palais du Félibrige, c'est-à-dire le palais du Félibrige, dans lequel il met son muséum arlatin, son musée arlésien. Il existe encore, ça fait des années qu'il est en réflexion, mais il ne devrait pas tarder à ouvrir. Et là, vous pouvez observer dans diverses salles tout ce qui a trait à la littérature et la culture provençale. Donc vous avez la pièce des contes et légendes, enfin des croyances, vous avez des représentations de l'accoucher, de Noël, vous avez le costume provençal, vous avez des tas de choses, c'est une mine d'or pour les anthropologues et les ethnographes. Et Mistral, donc, dans ses derniers travaux, a cette volonté de sauver ce qu'on peut encore sauver. Voilà, s'il y a quelque chose à sauver, eh bien on le met sous verre, on fait quelque chose, mais il faut absolument garder pour ne pas que ça finisse dans le néant. On appelle ça d'ailleurs en provençal le flux des démembriers, le fleuve de l'oubli. Alors pour que ça ne tombe pas dans le fleuve de l'oubli, vous voyez d'ailleurs la référence que je fais par rapport au poème du Rhône, il ne faudrait pas que le Rhône soit ce fleuve de l'histoire qui engloutit tout sur son passage. Si on pouvait sauver quelques débris, c'est pas plus mal, c'est ce que fait Mistral. Et dans cette optique-là, eh bien, il va commencer à sauver ce qui a été sa vie, ce qui a été sa culture. Et c'est là, du coup, qu'il va publier les fameuses mémoires et racontes, les mémoires et récits, qui s'appellent aussi Mon Espélide. Autrement dit, c'est sa naissance, sa croissance. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, les 30 premières années de sa vie qui ont bien marché, qui sont la phase ascensionnelle.
Donc vous voyez à quel point ensuite c'est descendu, les années sombres. Sur ce plan-là, pour la belle description des années sombres, je vous engage à lire la très belle biographie de Frédéric Mistral de Claude Moron aux éditions Fayard. Ça s'appelle tout simplement Frédéric Mistral. Là, Claude Moron vous indique bien ces années très sombres, ces années très noires. Mais ensuite, il reprend, il retrouve son souffle poétique avec Nerth et le poème du Rhône. Et ensuite, il écrit son autobiographie. Alors je vais dire, chez les écrivains, c'est jamais bon qu'un écrivain qui écrit son autobiographie, puisque ça veut dire eh bien que, comme on dit de façon familière, ça sent le sapin. Donc Mistral, on est en 1906 quand il publie les mémoires, il raconte. Donc regardez, ça lui fait 76 ans, pour l'époque c'est déjà énorme. Et donc là vous avez les derniers travaux. Et parmi les derniers travaux, il va compiler les poèmes qu'il a écrits de façon un peu plus récente, sous le titre très symbolique sur le plan agricole, les olivades, c'est-à-dire les olivades. Et vous savez qu'en Provence, les olivades, c'est la dernière récolte. Vous avez vu la symbolique, dernière récolte agricole, dernière récolte dans la vie politique de Mistral. Et en 1912, il publie donc les olivades. D'ailleurs, il le sent, il a du pif, hein, le Mistral, puisque 2 ans plus tard, il va décéder. Et il a pris le soin quand même de penser à son tombeau à Mayenne. Donc là, vous allez voir si vous allez au cimetière de Mayenne, c'est un tombeau que vous ne pouvez pas manquer, c'est le plus grand, il est magnifique, c'est un mausolée. Et dessus, il fait quand même graver une inscription latine qui est reprise du psaume 115 de la Bible. Je vous donne ce psaume, logiquement, ce psaume, s'il n'y a pas la transformation mistralienne, c'est « Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam ». Donc, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Vous savez que d'ailleurs les Templiers en avaient fait leur devise. Et la Mistral va rajouter un petit truc. Alors ça c'est magique, c'est ce que je vous disais, c'est les reprises mistraliennes du monde religieux. Il va faire non nobis domine non nobis, sed nomini tuo et provinciae nostrae da gloriam. Donc il a rajouté, si je fais l'ensemble, non pas à toi Seigneur, non pas à nous, pardon, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom et à notre Provence, donne la gloire, rend la gloire. Et c'est ce que vous pouvez lire actuellement sur le tombeau de Mistral. Vous voyez toujours cette volonté de faire une petite place à la Provence, de montrer qu'elle est là, qu'elle existe, de la rajouter dans des grands textes bibliques notamment. Et donc en 1914, Mistral décède et il laisse à sa suite toute une jeune génération de faits libres ou non faits libres qui ont suivi son exemple, c'est-à-dire écrire en langue régionale, développer le provençal et s'adapter notamment à sa normalisation. Et j'en parlerai notamment dans une dernière vidéo. Là, il y aura justement une réflexion sur l'œuvre mistralienne, pas que littéraire, mais sur l'œuvre linguistique mistralienne et l'œuvre, on va dire, même philosophique. Mistral a proposé un schéma, une codification. Bien des gens vont suivre, d'autres ne suivront pas, et là sera créé le schisme entre occitanisme et provençalisme, mais ça fera l'objet d'un prochain sujet dans une autre vidéo. Je vous remercie pour avoir écouté tout cela. Vous connaissez maintenant les fluctuations de la vie de Mistral et vous pouvez bien sûr allègrement aller acheter les ouvrages. Je vous recommande particulièrement, si vous devez connaître l'œuvre mistralienne, de lire les 2 épopées de chaque bout, c'est-à-dire Mireille au début et le poème du Rhône. Vous aurez une idée vraiment très juste de tout ce parcours et vous allez voir, l'œuvre mistralienne, c'est un chef-d'œuvre. Je vous engage à la lire. A bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.